Alors, comment s'organiser au quotidien quand on travaille depuis l'étranger, qu'on est éventuellement freelance et qu'on s'est barré pour kiffer la Thaïlande, l'Amérique du Sud ou je ne sais trop où, Bali peut-être. Voilà, ayant testé les 3 destinations, je peux vous dire qu'elles ont toutes leur charme et que je vous recommande d'y aller, faire un petit tour, c'est sympa, au moins visiter une fois, y rester, à vous de voir. Du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. En fait, c'est ce genre de question que j'y pense pas, parce que pour moi c'est logique, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui se la posent vraiment. Du coup, comment s'organiser efficacement en travaillant depuis un autre continent. Voilà, avec moi dans mon magnifique jardin. Vous avez vu ces vignettes putaclic, c'est incroyable, je le fais de mieux en mieux, je suis très content. Voilà, on va parler de ça. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Johan, je suis freelance dans le domaine de la création de sites internet. En parallèle de ça, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Web & Free et un blog et tout ça où je partage plein de conseils. Donc si vous êtes intéressé par le fait de gagner votre vie en créant des sites internet ou des conseils vraiment en freelancing de manière générale ou dans le digital nomadisme, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like dès le départ pour chatouiller l'algorithme. Et dans cette vidéo, du coup, on va parler de ça. Donc à chaque fois, il y a un petit article de blog qui est lié à la vidéo. Je vous invite à aller voir, il y a vraiment le récap de tout ce que je vais dire. Et on va voir un petit peu cette vidéo. C'est assez simple. Peut-être que ça va vous apprendre 2-3 trucs si vous voulez bosser depuis l'étranger. Premièrement, on va parler de comprendre les défis du décalage horaire. Ensuite, les outils indispensables. Ensuite, comment construire une routine de travail. Et enfin, le truc bien chiant mais qui est important, la structure légale et la notion de résidence fiscale. Ça va être une amorce. Je ne vais pas vous donner tous les détails parce que moi-même, je ne le sais pas. C'est compliqué. En vrai, il faut des avocats fiscalistes, mais c'est un truc important quand on vraiment veut décider de partir partir bosser à l'étranger. Alors, première chose, comprendre les défis du décalage horaire. Il y a la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu dis à tes clients, est-ce que tu leur dis que en fait tu travailles depuis l'étranger, voilà, on fait de l'ASMR ici. C'est la première fois que je fais de l'ASMR avec mon micro, je pense que ça va être sympa. Est-ce que je leur dis? Clairement je leur dis en fait. C'est même, en fait c'est devenu quasiment un argument d'exotisme. Je dirais pas de vente, mais d'exotisme. Et l'exotisme contribue à la vente. Ou pas d'ailleurs, ça polarise. Mais généralement, pour moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que la personne va me dire ah tiens, j'aimerais bosser avec vous et tout. Et du coup là, je lui explique pas de problème. On a une première réunion. Je vous invite à voir la vidéo de la semaine dernière. Et en fait, à un moment donné, je vais glisser à un moment donné que tiens, normalement dans la présentation, j'ai une petite particularité, c'est que je vis à l'étranger. J'ai ma femme qui est brésilienne et je vis au Brésil depuis quelques années. Voilà. Et d'ailleurs, mon entreprise est aussi au Brésil. Ça permet un peu de casser des barrières après derrière. Puis bon, vu que déjà on a apporté de la valeur, en fait ça passe tout seul. Généralement les gens sont intrigués et vous vous demandez plus d'infos. Ah trop bien et tout, comment ça se fait que t'es parti, tu fais quoi, t'étais où avant, tout ça. Et donc là vous pouvez raconter votre histoire et vous gagnez des points en capital social. Voilà. Ou l'inverse, il y en a qui vont pas du tout aimer ça. Et là, en fait, pour moi, c'est du nettoyage de clients cons, en fait. Les gens qui aiment pas travailler avec quelqu'un à l'étranger parce que juste il est parti à l'étranger, en fait, c'est juste que le gars, il a rien compris, quoi. Enfin, il y a aucun problème à partir à l'étranger et chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ça va pas changer la qualité du travail qu'on va faire. Quand bien même, ça va être encore mieux, en fait. Moi, je pense, d'ailleurs, petit topo par rapport à ça, je pense qu'il vaut mieux un mec en Thaïlande en train de bosser à côté de la piscine heureux plutôt qu'un mec qui va faire un site en vivant dans un petit appart pourri à Paris, au milieu, je sais pas, de la banlieue, avec les klaxons et tout ça, avec un temps de merde, et qui n'arrive pas à s'en sortir à la fin du mois parce que les loyers sont trop élevés. Je pense qu'à la fin, la qualité de travail sera beaucoup mieux du mec heureux à Bali plutôt que le mec malheureux à Paris. Bref, voilà, ça c'est mon avis. Et d'ailleurs, quand on me fait chier avec ça, c'est ce que je réponds, parce que je suis clairement convaincu de ça, quoi. Donc voilà. Mais globalement, encore plus après le Covid, le fait de dire qu'on travaille depuis l'étranger, ça pose pas de problème, d'accord ? Donc voilà, je réponds à cette question parce que je sais qu'elle est importante et il y en a beaucoup qui se la posent. Ensuite, fixer les rendez-vous. Forcément, quand on a un décalage horaire, quand on habite dans un autre pays, il y a un décalage horaire. Je vous donne un exemple. Moi, je suis au Brésil et j'ai moins 5 heures. Ça dépend l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ne me demandez pas quand c'est, je m'en souviens jamais, mais grosso modo, en ce moment, j'ai moins 5 heures, et après, quand vous allez passer en heure d'hiver, je crois, il y aura moins 4 heures. Et donc, quand je me lève le matin, c'est déjà quasiment l'après-midi en France, et donc ça demande un peu d'organisation, notamment quand on prend des rendez-vous, et du coup, ce que je fais pour ça, c'est pour que ça soit simple pour tout le monde, c'est que j'ai créé un Calendly. Donc Calendly, c'est un outil en ligne
pour prendre des rendez-vous. J'en parle ici, il y a le lien si vous voulez aller voir. Et en fait, les gens, ils peuvent choisir directement. Ah, mais je vous ai pas montré, excusez-moi, j'ai oublié de partager l'écran, j'ai oublié tout le temps de faire ça. Ici, Calendly. Et ben vous allez pouvoir créer un calendrier et en fait ça s'adapte automatiquement aux fuseaux horaires de la personne. Donc vous mettez vos horaires, la personne arrive et en fait elle voit ses fuseaux horaires, elle prend rendez-vous et c'est tout et ça pose pas de problème, d'accord, c'est assez pratique. Après ça peut poser problème, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai un élève de la formation de freelance webmaster qui lui était en Thaïlande et moi je suis au Brésil, donc on est vraiment à l'opposé et en fait lui quand il va se coucher, moi je me lève, du coup on a fait le rendez-vous un peu tard pour lui, un peu tôt pour moi et bon là après on s'arrange par mail et puis ça le fait, ok. Voilà. Ensuite, il y a un autre outil qui est sympa, je vous le recommande, j'utilise de temps en temps, c'est pas le truc que j'utilise tout le temps, mais c'est World Time Buddy, je vous le montre, c'est ce site-là, pareil, il y a le lien dans l'article, et en fait, on peut se dire, voilà, tiens, je suis à Londres, je veux savoir à quelle heure il est quand si j'ai un client au Caire, donc là, on voit qu'au Caire, là, si on est à Londres à 9h, au Caire, c'est 11h, etc. Ça permet des fois de se cadrer aussi quand il y a plusieurs personnes pour savoir l'amplitude horaire. Donc, si on a une personne à Londres, une personne au Caire, une personne à Moscou, une personne au Brésil, ça permet de savoir à peu près qu'est-ce qui correspondrait en termes d'horaire pour les gens. Voilà, c'est anecdotique cet outil, mais ça peut être pratique. Voilà. Ensuite, du coup, parlons des outils. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Les outils. Les outils, donc, on a effectivement plusieurs outils. Donc, on a tout ce qui est organisation et planification. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, organisation et planification? Il y a effectivement planification, il y a les calendriers, j'en ai déjà parlé, mais ensuite il va y avoir des outils si vous travaillez en équipe. Pour moi, c'est des outils nécessaires comme par exemple Trello, que j'adore et d'ailleurs qu'on voit dans la formation pour créer son planning et tout les 3 premiers mois. Il y a Asana sinon qui existe, il y a Monday.com, il y a Notion aussi qui permet de faire des trucs sympas. Voilà, il faut trouver votre outil, mais ça vous permet de vous organiser et si vous travaillez en équipe, ça permet en fait d'avoir d'éviter ce problème du fait que vous n'êtes pas en même temps en train de bosser et du coup les gens peuvent se laisser des commentaires, se laisser des infos sur Notion. Moi je travaille sur plusieurs Trello avec d'autres personnes et du coup eux ils avancent leurs cartes, moi je sais ce qu'ils ont fait, je vois quand ils l'ont fait à quelle heure et puis ça permet de collaborer assez bien, donc c'est cool. Ensuite il vous faut des outils pour la sauvegarde et le stockage, ça c'est impératif. Alors pourquoi, vous allez dire mais pourquoi il faut ça? Des outils en ligne en fait. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est un truc, quand vous commencez à voyager, vous savez pas où vous allez aller. Potentiellement vous allez peut-être partir un jour, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un billet d'avion je savais pas quand j'allais revenir, où j'allais aller. Il y avait l'aller mais il n'y avait pas le retour, d'accord? Et donc j'ai acheté un ordinateur avant de partir et tout, manière d'avoir un truc assez potable pour bosser. Et entre temps, j'ai visité des pays où si j'avais un problème avec mon ordinateur, je sais pas trop comment j'allais faire pour le réparer. Même aujourd'hui où j'habite à 4 heures de la ville la plus grande, si je veux faire réparer mon Mac, ça va être une mission incroyable. Alors maintenant j'ai même 2 niveaux de sauvegarde, je vais vous en parler ensuite. Premier truc, c'est une sauvegarde en ligne. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un truc genre Dropbox, c'est pas mal. Mais potentiellement Google Drive le fait aussi, je crois. Mais Dropbox, j'aime bien. En fait, Dropbox, vous l'activez tout le temps et tous vos dossiers qui sont sur votre ordinateur, vous les mettez dans un truc pour que ça soit synchronisé automatiquement. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous rajoutez un nouveau fichier sur votre ordinateur, c'est directement envoyé sur Dropbox. De la même manière, tous vos fichiers de suivi client, les fichiers sources des clients, tous les briefs et tout ça, vous les mettez sur un Google Drive, comme ça vous pouvez les partager avec vos clients. Ce qui fait que le jour où votre ordinateur tombe en rade, déjà, vous n'avez pas le stress de dire j'ai perdu les fichiers parce que tout est déjà en ligne, en fait, c'est automatique. Et en fait, en très peu de temps, vous pouvez reprendre notre ordinateur et commencer à bosser et le client ne verra rien. Okay, donc ça, c'est pratique aussi pour l'aspect collaboratif. Et aussi, je vous donne mon backup plan 2 parce que du coup, j'utilise mon ordinateur. Et en fait, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans maintenant, j'ai acheté un autre ordinateur. Donc j'en avais acheté un en 2015, je crois. Et là, je l'ai changé il y a 2 ans, donc il m'a fait 5-6 ans l'ordinateur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné l'ancien ordinateur, j'ai laissé tel qu'il est configuré. J'ai créé une autre session sur mon ordinateur, je l'ai donné à ma femme. Ce qui fait que, en fait, si mon nouvel ordinateur tombe en rade, ce qui m'est arrivé une fois quand j'étais en France, bon voilà, j'ai envoyé chez Apple, ils l'ont réparé. Mais pendant une semaine, j'avais pas d'ordinateur. J'ai pu revenir sur l'ancien. C'est pas très confortable parce que ça rame, mais j'ai pu très rapidement reprendre le taf. Et du coup, d'avoir un plan B comme ça, c'est pas mal. Et puis avec toutes les histoires de Dropbox et tout était synchronisé. Donc nickel. Donc sauvegarde et stockage, c'est la base. Mais quand on travaille à distance, c'est vraiment le truc, ça nous sauve la vie, quoi. Clairement, s'il n'arrive
n'importe quel pépin, bah, au moins on est serein. Ok. Ensuite, communication. Donc là, bah, c'est le truc bête, mais en fait, du moment que vous avez prévenu votre client que vous êtes à l'étranger, déjà au niveau des rendez-vous, ça va être ok. Et après, la seule différence par rapport à un client qui est à côté de chez vous, c'est que les rendez-vous vont avoir lieu sur des outils en ligne. Donc là, aujourd'hui, pareil, on a grave le choix. Il y a Google Meet gratuit, simple. Il y a Whereby que j'aime bien, qui est un outil sympa aussi qui permet d'avoir une visio en ligne facile, accessible. Il y a les Zoom, il y a Skype. Bref, il y a le choix. Donc là, j'ai pas vraiment de recommandations à vous donner. Juste, en ce moment, j'aime bien vous parler de ça, mais il y a la communication asynchrone. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est le fait qu'en fait, vous allez pouvoir échanger avec vos clients, même en vidéo, de manière asynchrone. Et il y a un outil que j'adore, j'en parle tout le temps. D'ailleurs, c'est un outil que j'oblige les élèves à utiliser dans la formation de devenir freelance webmaster. C'est Loom. Loom, c'est un outil qui permet de faire des vidéos courtes, permet de faire des présentations courtes. Donc, c'est gratuit en dessous des vidéos de 5 minutes. Et ça vous permet en fait d'envoyer des vidéos et de par exemple demander un truc ou de montrer un truc à un client. Et vous pouvez faire ça par exemple le soir si chez vous c'est le soir mais que lui c'est la nuit. Et puis le lendemain, lui, il va se lever avant vous, il va voir la vidéo, il va pouvoir répondre. Et vous, ça vous fait gagner du temps en fait. Et ça évite de créer une conférence et vous n'êtes pas dans les mêmes fuseaux horaires et tout, c'est compliqué. Donc la communication asynchrone quand on est à distance, c'est magique les gars, c'est magique. Voilà. Ensuite, on continue. Le dernier point que j'avais à vous montrer, c'est la gestion des mots de passe. Alors ça paraît con, mais quand on est à l'étranger, c'est bien d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Pareil, si vous perdez votre ordi ou si vous faites voler, d'avoir un truc genre LastPace ou Dashlane, aussi dans Dropbox, maintenant il existe Dropbox Password. Bref, ça permet, c'est vraiment efficace, ça vous permet si vous perdez votre ordi de ne pas perdre tous les mots de passe, notamment ceux de vos clients. Et aussi ça vous permet, il y a certains outils comme par exemple Dashlane qui permet de partager les mots de passe entre personnes, ce qui est pratique aussi. Donc voilà, pour moi ça fait vraiment partie du top des outils collaboratifs et on va dire nécessaires pour pouvoir bosser à distance entre plusieurs continents. Et à partir de là, rien de très compliqué en fait, c'est vraiment juste ça suffit. Je pense que les outils, l'important c'est pas tant les outils, c'est la manière dont vous utilisez les outils. C'est pour ça que j'essaie de vous donner des exemples à chaque fois. Voilà. Et puis ensuite, derrière, forcément, quand on travaille de manière à distance, il y a construire une routine de travail. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, qui d'ailleurs vous pouvez retrouver l'article ici. Comme évoqué dans l'article, le problème du digital nomade. Ici, vous cliquez là-dessus, il y a une vidéo, un article détaillé là-dessus. Mais grosso modo, je prends un exemple. Si je suis en Amérique du Sud et que mes clients sont en Europe, lorsque je commence ma journée, ils ont déjà fait la moitié de la journée. Ça change ma routine en fait. Le fait que moi, quand je me lève, les clients sont déjà au boulot, ça change ma routine dans le sens où premier truc que je dois faire et que je ferais pas forcément si j'étais dans l'autre sens, si j'étais en Thaïlande par exemple, c'est que je vais aller voir les mails. Et aller voir les mails dès le matin, c'est chiant parce que ça te met dans une vibe assez... le matin, c'est bien de faire des trucs créatifs. Et si tu es obligé d'aller voir tes mails le matin, parfois, s'il y a des trucs à gérer, ça te met pas dans une vibe excellente. D'accord ? Mais moi, je suis obligé dans mon cas. Et si vous êtes, par exemple, dans mon cas où les clients sont levés avant vous, je vous recommande d'aller voir vos mails avant. Alors, je vous ai mis un exemple de routine. Voilà, ça pourrait se comparer à ma routine à moi. Mais c'est activité physique le matin. Je me lève de bonne heure, 5h30. Ça pique, mais je le fais, je vais au sport, d'accord ? Pourquoi je le fais le matin ? Parce que si je le fais pas le matin, j'arriverai jamais à le faire l'après-midi, parce qu'après je suis lancé dans le boulot et j'arrive pas à m'arrêter. J'ai essayé de le faire le soir des fois pour arrêter de bosser, mais finalement c'est mieux le matin, parce que des fois je le fais pas quand c'est le soir, et au moins le matin c'est fait. Voilà, ok. Ensuite, commencez la journée de travail par consulter vos mails, donc ça c'est mon cas, parce que, comme je vous l'expliquais par rapport au décalage horaire, je vous invite à aller voir l'article sur la gestion des emails aussi, qui est pas mal. Et ça, encore une fois, commencer la journée par les mails, ça peut être perturbant. Et si vous pouvez éviter de le faire, par exemple, si vous êtes en Thaïlande et que vos clients sont en France, ça peut être bien d'éviter de le faire. Donc, c'est vraiment à vous de voir, mais voilà. Faire les tâches qui demandent de la créativité le matin, création de sites, articles, tout ça, je trouve que c'est mieux. On est plus créatif le matin, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont créatifs le soir quand il fait nuit. Donc là, j'ai pas vraiment. Ça, c'est mon truc à moi. Faire un déjeuner léger, surtout si vous êtes dans un pays chaud. Pour ceux qui connaissent le Brésil, il y a un truc qui s'appelle la feijoada. Clairement, si je bouffe de la feijoada en plein milieu de la semaine à midi et qu'après derrière
je vais travailler et qu'il fait 35 degrés, c'est mort, mon après-midi est mort. Donc voilà, on va pas se bouffer une raclette au déjeuner, ok. Faire les tâches qui demandent pas trop de réflexion, les trucs un peu chiants, un peu répétitifs l'après-midi, comme ça vous êtes moins stressé. Et puis terminer la journée en préparant celle du lendemain et éventuellement en sortant, faites du social, enfin vous faites ce que vous voulez en fin de journée, mais voilà. L'idée, ça peut être un exemple de routine. Il faut trouver votre propre routine quand vous êtes à l'étranger, qui va venir en fait être complémentaire au fait que vous bossez à distance. Enfin, il faut trouver l'équilibre en fait. Et là, il faut tester pour le savoir, donc j'ai pas vraiment de conseils à vous dire en plus que ce que je vous ai déjà dit. Voilà. Et enfin, on arrive sur le dernier point, la structure légale et la notion de résidence fiscale. Alors, attention les yeux. Je suis pas, attendez, je fais un recadrage de tête, voilà, hop. Je suis pas avocat fiscaliste, je suis pas un expert là-dedans. Ce que je peux vous dire, il y a un point sur lequel il faut être vigilant, c'est que si vous avez votre entreprise en France et que vous décidez de partir à l'étranger, normalement, vous devez avertir le gouvernement français, vous devez aller sur le site mongouv.fr, je sais pas quoi, que vous changez d'adresse et vous devez mettre votre nouvelle adresse. En fonction du temps que vous allez rester dans un pays, en fonction des règles de chacun des pays, il est possible, en fonction du visa que vous allez avoir, que vous deveniez résident fiscal dans un autre pays. Donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas dit à la France que vous n'étiez plus résident fiscal chez elle, vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes résident fiscal dans 2 pays. Je prends vraiment le cas où vous partez longtemps dans un pays et vous ne savez pas juste 3 mois en Thaïlande et vous revenez. D'accord ? C'est vraiment vous restez 1 an, 2 ans dans un pays. Voilà. Et donc là, à un moment donné, il faudra mettre tout ça au clair. Je suis pas la bonne personne pour vous aider là-dessus. Il faut que vous alliez voir un avocat fiscaliste qui va pouvoir vous aider vous conseiller sur comment le faire, d'accord ? Mais grosso modo, l'idée c'est que si vous mettez la résidence fiscale dans un autre pays, il faut que vous n'ayez plus rien en France. Il faut que vous n'utilisiez plus la sécurité sociale. Il faut ne plus avoir d'actifs comme livret A, tout ça. Vraiment, il faut se barrer de la France, quoi. Et donc c'est à vous de choisir. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Faut-il quitter la France ? Il y a un article de blog aussi, vous pourrez aller voir. Ça, c'est libre à chacun. Et par contre, il faut faire attention parce que voilà, il peut y avoir aussi des doubles impositions. Si vous êtes résident fiscal dans 2 pays, ça veut dire que vous allez devoir déclarer ce que vous gagnez dans 2 pays, donc payer 2 fois les impôts. Après, il y a des accords entre les pays. Ça dépend, c'est pas tous les mêmes. Parfois, il y a des crédits d'impôts en fonction d'un pays à l'autre. Parfois, non. Bref, tout ça est très très compliqué, donc si c'est votre cas, je vous invite à réfléchir. C'est pas un truc quand on commence et qu'on part à l'étranger, Thaïlande pour 3, 4, 5 mois, vous en foutez clairement, mais si derrière après vous commencez à réfléchir, à rester plus longtemps dans un pays, il faut y penser, et il y a aussi toute la gestion de la TVA, tout ça, c'est un enfer, mais voilà, chaque chose en son temps, donc commencez d'abord simplement, chers amis, et puis vous verrez ensuite, je regarde, parce que des fois je mets des petites questions fréquentes en dessous, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous rappelle que tout ce que je vous propose est dans l'article que je mets en lien dans la description juste en dessous de la vidéo et aussi dans le premier commentaire que normalement j'épingle si tout se passe bien, si j'y ai pensé. Vous avez toutes ces infos là, vous avez les liens vers les différents outils. N'hésitez pas à passer par le site parce que parfois il y a des promotions, donc n'hésitez pas à passer par les liens du site. Il y a aussi des liens affiliés, du coup moi ça me permet aussi de contribuer à développer la chaîne. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. J'ai fait le tour. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, ça vous a permis de penser à quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. Et ça me montre que je fais pas ces vidéos pour rien. D'accord ? Pensez à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Il y a une vidéo par semaine. On parle de création de site internet, de freelancing, du digital nomade, parfois de développement personnel aussi un petit peu, parce que c'est un peu lié. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, découvrir le métier de webmaster, il y a une formation gratuite qui est c'est cet email en fait, où je vous montre un peu les bases du métier, d'accord, en tant que freelance. Voilà. Et si vous voulez aller vraiment encore plus loin, il y a la formation de devenir freelance webmaster, qui est une formation avancée. Il faut compter 12 semaines pour la suivre, où je donne vraiment toutes les bases nécessaires pour vous lancer en tant que freelance. C'est un raccourci en fait, si vous vous lancez dans l'activité. Ça va vous faire gagner du temps et vous aurez vraiment toutes les bases pour vous lancer sereinement, d'accord. Et après, il y a d'autres trucs sur le site Web & Free, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de journée et un bon voyage si vous décidez d'aller voyager à l'étranger. Profitez bien de votre vie de digital nomade et à très bientôt. Ciao, ciao.